Bonjour à tous, je m'appelle Vanessa Lemina, je suis maman et entrepreneur. Mompreneur, comme on dit. C'est-à-dire que la journée, je suis chef d'entreprise et le soir, je suis la salariée de mes 3 petites filles. Je suis la fondatrice du concept « On mange quoi ce soir chou ?» On mange quoi ce soir chou, c'est la fameuse question que tout le monde se pose. J'ai voulu y répondre en 2015 en partageant des recettes simples sublimées par un joli dressage via les réseaux sociaux. Comme je suis épicurienne et gourmande, la demande a été telle qu'en 2016, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur. Je proposais des animations culinaires pour les salons autour d'une cuisine fusion. Cette expérience réussie m'a confortée dans l'idée que j'étais sur le droit chemin, le bon chemin. En 2017, j'ai rencontré Ladi et j'ai suivi une formation qui s'appelle « Je deviens entrepreneur ». C'était vraiment pour comprendre l'entrepreneuriat. Mais je n'ai pas sauté tout de suite, parce que j'avais encore des doutes et des peurs. Ces doutes et ces peurs qui nous freinent en général. De base, je ne viens pas du milieu de la cuisine. J'ai plutôt fait des études de make-up artiste. Mais la cuisine est une passion pour moi. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais j'ai dû écouter cette petite voix qui sommeillait en moi. Et j'ai beaucoup été boostée par mon papa pour pouvoir enfin me lancer. Et j'ai décidé, au final, de me lancer en 2020. Quand on ouvre un restaurant, on pense tout de suite que tout le monde viendra, qu'on aura tous les clients, que ça roulera, qu'on fera le chiffre d'affaires de rêve. Mais pas du tout. Ça se passe pas comme ça dans la réalité. Le client ne viendra pas à toi, ce sera à toi d'aller chercher ton client. C'est donc ce que je fais partout où je vais. D'ailleurs, vous pouvez noter, mon restaurant est situé au 123 allée de Montfermeil, au Raincy. Et vous pouvez dès à présent nous suivre sur Instagram, sur « On mange quoi ce soir chou ?» C'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de proposer une belle expérience client. On mange quoi pour moi, en fait, ça rime d'abord avec la qualité dans l'assiette. On mange quoi ce soir chou? C'est entre le fast-food et la restauration traditionnelle. C'est tout simplement parce qu'on propose des plats rapides, mais c'est du fait maison. Donc de la sauce au plat, tout est vraiment cuisiné sur place. Ma cuisine vient du cœur. Elle est sans frontières. Je propose vraiment un voyage culinaire à travers des saveurs d'ici et d'ailleurs. Mon plaisir, c'est d'imaginer une émotion, la transcrire dans un plat et la faire ressentir après une dégustation. C'est pas un concept à la mode, mais je n'ai pas peur d'être à contre-courant. Je pense que c'est à partir de là que naît le bouche à oreille. Parce que mon meilleur commercial, c'est mon client. Et en plus d'être mon client, ils sont en général honnêtes et sincères dans ce qu'ils ressentent. Donc c'est sans filtre en général. D'ailleurs, n'hésitez pas à demander à vos clients comment ils vous ont connu. Ça vous permettra de comprendre comment être plus visible et efficace. Une belle expérience client, c'est aussi être sensible à ce qui se passe en dehors de l'assiette. Le côté humain est important. C'est ce qui se perd dans notre société actuelle. La crise nous a ouvert les yeux sur cette réalité. Ce côté humain, c'est ce qu'on recherche lorsqu'on se tourne vers les structures d'accompagnement
à la création d'entreprises. Moi, personnellement, avec un peu de recul, je comprends que c'est important d'avoir un accompagnement personnalisé avant, pendant et après la création de son entreprise. Je dis avec un peu de recul parce que mon premier réflexe a été de me dire j'ai mon entreprise, je suis capable de la gérer toute seule et j'ai même pas peur. Et en fait, la vérité, c'est qu'on a souvent peur de demander de l'aide. On a souvent peur de se rapprocher de ces structures. C'est important que les structures d'accompagnement aient conscience de ce sentiment et prennent l'initiative de proposer des points réguliers. Mais pas des points au téléphone, juste poser des questions pour savoir si tout va bien. Mais plutôt prendre des rendez-vous et rentrer vraiment en profondeur sur l'activité professionnelle. Essayer de comprendre si vraiment ça fonctionne comme on l'a souhaité. Parce qu'en réalité, dans la vie d'un entrepreneur, chaque jour est un défi. En termes de défis, je peux vous dire que j'ai eu ma dose. Puisque j'ai eu les clés de mon local en mars 2020, et juste après, on a eu la surprise du siècle, le Covid. Alors, je vous avoue que ça a été dur moralement, mais aussi physiquement, parce que j'étais enceinte. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Néanmoins, cette expérience a été fortifiante. Je me répète souvent cette phrase, « L'échec fait tomber les perdants, mais il inspire les gagnants. » Alors, pendant ces 8 mois de silence, je me suis concentrée sur l'activité, c'est-à-dire la carte, j'ai peaufiné ma carte, j'ai pensé communication. Pour moi, ce n'était pas un temps perdu. Je l'ai vu comme un temps gagné pour m'avancer à l'avenir. Et finalement, en novembre 2020, après 4 ans de rêve et de persévérance, j'ai pu lancer mon restaurant. Ce que je retiens de mon expérience, c'est qu'il n'y a pas de temps perdu. Il n'y a pas de mauvais moment. Il n'est jamais trop tard de donner vie à ses rêves. Quelles que soient les circonstances, même si on commence petit, je pense qu'il faut s'obliger à rêver grand. Je tiens aussi à dire quand on parle d'entrepreneuriat, il ne faut pas seulement parler de réussite. Les créateurs d'entreprises ont besoin que ce soit concret, que ce soit réaliste. Quand on est entrepreneur, on n'est pas que la bosse. On est aussi femme de ménage, livreur, plongeur, logicienne. Et le soir, quand je rentre à la maison, je suis juge, avocate, médecin pour mes 3 filles. J'en ai une de 12, une autre de 7 et la toute dernière de 7 mois. Il faut s'y préparer mentalement. C'est une polyvalence qui fortifie, mais qui a besoin d'être développée et accompagnée. Pour moi, le soutien de ma famille a été très important. Et je pense que c'est vraiment la base aussi pour y arriver quand on entreprend. Être bien entouré. Mais il faut aussi un réseau humain d'autres entrepreneurs, et d'experts solidaires pour y arriver. Merci pour votre attention. Bonjour à tous, je vois que c'est rempli, ça fait vraiment plaisir. C'est la première fois que je vais m'adresser à autant de personnes. Donc je vais essayer d'être le plus naturel possible. Donc je m'appelle Youssef Abdaoui, je suis le fondateur de IRS 360. Je suis arrivé avec une oreille, je vous rassure, c'est pas une vraie. Et en fait, moi j'ai créé la première alternative au coton-tige, testée et développée avec le syndicat des ORL très rapidement. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui existent et aujourd'hui on est la seule qui vient vous montrer de manière totalement transparente qu'est-ce qui nous distingue par rapport aux autres solutions. Alors en fait, cette tête en forme de spirale qui fait 2 cm va venir cibler ce qu'on appelle le tiers externe de l'oreille. Elle va récupérer le cérumen sans aller trop loin. Et le produit est doté d'une butée. Tout est en silicone. Ça va vraiment épouser votre conduit auditif
et assure un nettoyage totalement efficace, sans danger et absolument réutilisable à vie puisque le matériau est durable. On vient parler principalement de deux problématiques, les enjeux santé et écologique. Alors moi de base je suis ingénieur, j'ai fait un parcours dans l'informatique et j'ai arrêté d'utiliser le coton-tige parce que je trouvais que c'était dangereux. J'ai toujours eu peur depuis que je suis petit qu'on me tape le coude et que ça aille trop loin. Peut-être que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous. Et alors j'ai été sur une plateforme, pour ne pas dire le nom, j'ai commandé tous les produits qui existent. Et puis j'ai vu que en fait, soit c'était du faux réutilisable, soit c'était pas efficace. Et donc je me suis mis à dessiner un soir, à faire une première esquisse. Donc voilà la genèse du projet. J'ai eu la chance de rencontrer des membres du syndicat des ERL qui m'ont accompagné. Et là, ça a donné tout de suite une légitimité au produit. Alors, au-delà de ça, moi, j'ai mon travail à côté. J'ai 2 enfants. Donc, donc, je suis divorcé. Et donc, en fait, travailler, avoir une solution qui potentiellement peut faire changer les habitudes des gens au quotidien, ça a été dur. Et surtout, j'ai pris un virage qui était décisif, c'était de croire à mon projet et d'aller jusqu'au bout, sachant que j'avais des professionnels du milieu qui étaient prêts à m'accompagner. Alors, j'ai mis de côté mon activité d'ingénieur informatique, chef de projet, pour justement me consacrer à 100%. Et à ce moment-là, justement, la Covid, ou le Covid, est arrivé. Alors j'ai eu la chance d'être passé également sur Europe 1. Il y avait Raphaël Duchemin qui était dans les couloirs tout à l'heure. Ça m'a fait plaisir de la recroiser, c'est elle qui animait cette émission à ce moment-là. Sauf que j'annonçais une campagne sur Ulule pour mars, et là, bim, Covid. J'étais totalement déstabilisé. Pendant 1 an et demi, je ne travaillais pas. Et donc je travaillais un peu dans l'ombre. Et à ce moment-là, je vais les appeler mes héros, et vraiment je retiens pas mes mots. J'ai intégré un programme d'accompagnement qui s'appelle MyCreo Academy, dans le programme Les Entrepreneurs Affranchis. Et en fait, c'est un programme qui vous accompagne, que ce soit en formation, coaching, et en fait, par des entrepreneurs. Et c'est ça qui est incroyable. Ça veut dire les personnes qui sont derrière, ce sont des entrepreneurs. Et là, j'étais tout de suite à l'aise. Je me retenais pas en fait sur mon parcours. Je leur disais tout, je parlais de manière transparente. Et vraiment, on sent tout de suite la différence. De parler d'entrepreneur à entrepreneur, c'est complètement différent. Ça nous met tout de suite à l'aise. Il y a des similitudes sur le parcours. Il y a des conseils. Et ça va directement... voilà, ça match. Au-delà de ça, ils ont un programme incroyable, un programme de parrains et marraines, et là en l'occurrence, par des grands groupes, j'ai été choisi par L'Oréal. Enfin, moi qui étais dans mon coin il y a 1 an et demi, voilà, maintenant il y a L'Oréal, enfin, des collaborateurs compétents chez L'Oréal qui m'ont choisi, parce qu'il y en a d'autres, il y a Randstad, TF1, et moi j'étais complètement dans la cible. Donc je me dis waouh. Donc cette personne-là m'a accompagné, ce soit sur le développement de la plateforme de marque, l'image, l'identité, la communication, le packaging, sur comment protéger ma marque, vraiment tout ce genre de petites questions qu'on se dit, qu'on a du mal à évoquer avec certaines personnes. Là pour le coup, vraiment ça a été vraiment génial. Donc j'ai rejoint ce programme-là, donc une grande famille, plein d'entrepreneurs qui, comme moi, venaient d'intégrer ce programme-là. Donc du coup, une synergie, des conseils, voilà. Donc même de potentiels projets à venir, hein, qui sait. Et pour terminer, un réseau énorme, parce que ils sont vraiment je sais qu'ils sont capables, à travers leur réseau, à tout moment, de parler de moi et justement de pouvoir me connecter avec des potentiels patrons qui pourraient me contacter pour faire de la distribution ou autre encore. Petite anecdote. Je voulais vous raconter cette anecdote, voilà, parce que pour moi c'était important de vous dire que j'avais pris ce virage et à un moment donné,
On parle souvent de zone de confort. Voilà, moi concrètement, j'étais en location dans un appartement, j'ai dû le quitter et aller vivre chez un pote à moi. Sauf que la veille, il n'était pas au courant. Et là, je vous le dis, normal, j'ai dormi dans ma voiture. Vraiment en mode, je ne l'ai pas prévenu, je ne peux pas débouler chez lui comme ça. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent vous arriver, mais derrière, à la clé, vous avez des vrais résultats. Et surtout, quand vous faites bien entourer, vous réussissez toujours. N'hésitez pas, croyez en vos projets et faites-vous bien accompagner parce que la clé de l'entrepreneur, c'est le réseau. Voilà. Je m'appelle Bajol Benjamin, j'ai 27 ans. Je suis le cofondateur de la société Ma Petite Maison Verte. Donc Ma Petite Maison Verte a pour but de réduire l'impact environnemental des logements. Et pour ce faire, on construit un nouveau type d'habitat qu'on appelle Tiny House. Donc c'est des petits habitats c'est un concept qui est venu des États-Unis. Donc c'est des petits habitats en bois. Et nous, l'innovation qu'on apporte, c'est que l'ossature est en bois, mais l'isolant est en carton recyclé. Et ce carton recyclé est un matériau qui est français, breveté, et qui est résistant au feu, à l'eau et au vent. Autre particularité, c'est que ce matériau est fabriqué par des travailleurs en situation de handicap. Donc on s'est dit, lorsqu'on a repéré ces matériaux, on s'est dit qu'il fallait vraiment, il y avait une opportunité et quelque chose à faire au niveau écologique et sociétal, avec les travailleurs handicapés et également le respect de l'environnement, puisque le carton, c'est du carton recyclé. Donc on a décidé de lancer un projet, le projet Ma Petite Maison Verte. Concrètement, aujourd'hui, on a un atelier à Épinay-sur-Orge avec 10 salariés à l'atelier. Et dans les 10 salariés, on a 5 salariés en situation de handicap. Donc en fait, notre idée, c'est d'aller au bout de l'idée du constructeur, du fabricant d'IPAC, de carton recyclé au départ. C'est de se dire, le matériau est fabriqué par des travailleurs en situation de handicap, mais nous, on va jusqu'au bout de la démarche. Et on est dans le partenariat qu'on a avec un ESAT. On a formé également des travailleurs handicapés pour construire les maisons. Donc voilà un petit peu l'idée de base. Vous allez me dire, je pense, une maison en carton et tout ça, bon, ça rappelle des tout petits cochons, on va souffler dessus, elle va s'envoler. Donc j'avais prévu un petit peu cette idée-là. Donc je vous ai ramené un petit démonstrateur pour montrer un petit peu à quoi ressemble un mur en ossature bois et carton recyclé. Donc on voit que tout autour c'est une ossature en bois classique, c'est assez lourd donc je ne vais pas tenir comme ça très longtemps. Mais du coup on voit qu'à l'intérieur on a, si je peux vous montrer comme ça, hop, à l'intérieur on voit qu'il y a le carton recyclé, donc il sert d'isolant. Et donc comme je le répète, fabriqué par des travailleurs en situation de handicap pour les cartons et également dans notre atelier pour réaliser les maisons. On a pour but avec ce projet-là de construire un village étudiant dans la mairie d'Évry-Courcouronnes. Donc un village étudiant, il y aura 15 maisons et on va loger 31 étudiants en situation de précarité. Donc c'est des étudiants, excusez-moi, qui ont les APL. Voilà un petit peu le projet global. Nous, en termes d'accompagnement, on a lancé l'entreprise en novembre 2019. On ne savait pas trop où aller, on ne savait pas trop comment faire. Et en gros, sur Internet, j'ai cherché réseau d'accompagnement. Et en toute transparence, j'avais le choix entre Réseau Entreprendre ou Initiative Essonne. Parce que nous, on est en Essonne. J'ai appelé Réseau Entreprendre en premier, ils m'ont pas répondu. Et j'ai appelé Initiative Essonne juste après. Et je suis tombé sur une accompagnante qui m'a dit d'expliquer le projet rapidement. J'ai expliqué, elle a dit « Waouh, mais c'est génial, je vais vous soutenir, vous serez ma petite pépite ». Et depuis, j'ai dit, bon, il y a quand même le réseau entrepreneur qui va sûrement me rappeler, donc je ne sais pas encore. Elle m'a dit, non, répondez pas, n'hésitez pas. Donc il y a aussi une petite concurrence entre les réseaux d'accompagnement, mais très positive, puisque c'est dans le but d'accompagner l'entrepreneur. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool qu'on puisse, de façon décomplexée, me dire, voilà, on est les meilleurs, venez avec nous, on va vous soutenir. Et ça, c'était vraiment intéressant. Youssef l'a parlé du réseau tout à l'heure. On ressent ça, on ressent vraiment cette envie d'aider les entrepreneurs. Donc moi, c'est ce que je voulais témoigner ici. Et donc du coup, le réseau Entreprendre, excusez-moi, voilà, je confonds. Initiative Essonne m'a accordé un prêt d'honneur, donc ça m'a permis de lancer l'entreprise et d'avoir des prêts bancaires par la suite. Et on a pu avoir le label aussi Initiative Remarquable de l'Initiative France. Donc ça nous a quand même vraiment aidé à nous développer. Et derrière ça, on a eu des accompagnements comme le réseau Live for Good, qui est une association d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs. On a eu également le prêt IGEU, le prêt des grandes écoles, dans le cadre de notre incubation, dans un incubateur qui s'appelle la MEI, de Descartes Innovation.
Et voilà, donc on a vraiment eu ce soutien. Nous, comme on est dans la construction, il nous faut des salariés, il nous faut des matériaux pour pouvoir réaliser le projet. Donc c'est vrai que ça n'a pas fait peur au réseau, aux accompagnateurs, puisque nous, on n'avait pas d'apport. Donc mon associé et moi, on l'a fait vraiment grâce au réseau d'accompagnement qui nous ont aidés avec des prêts d'honneur, avec des subventions. La BPI qui nous accueille, on a pu avoir la subvention InnovUp Expérimentation et InnovUp Faisabilité. Donc c'est des subventions BPI et région également. Voilà, donc c'est vraiment nous, notre entreprise est vraiment née de ce qu'on fait ici. C'est vraiment le réseau, les accompagnateurs. C'est vraiment comme ça qu'on a pu nous développer. Nos prochaines étapes, du coup, grâce à ça, grâce à cet accompagnement et grâce au réseau, c'est de pouvoir réaliser notre village à Évry, donc qui sera mis en location, enfin, les travaux sont finis en juillet 2022 et la location commencera en septembre 2022. Donc c'est un petit peu l'aboutissement en fait de tout ça. Et la chance qu'on a, grâce justement à l'écosystème, c'est que comme on passe sur la presse, on est passé à France 2 récemment, où justement, grâce à Initiative Essonne, on est passé dans la presse locale. Et bien, du coup, on a été contacté par la mairie de Massy et par Next City, par exemple, pour qu'on puisse réaliser des petits espaces de vente qui permettent d'acheter des projets, d'acheter des immeubles Next City après. Donc, ils ne sont pas écologiques du coup, mais au moins on essaye, nous, de faire notre part d'écologie par les bulles de vente. Et ça fait effet boule de neige puisque la ville de Massy veut qu'on rédige une charte sur les bulles de vente. Donc toutes les bulles de vente de la ville de Massy seront en matériaux éco-conçus. Donc on voit aussi le côté, on a un projet in fine, mais pour arriver à ce projet-là, ben, la route, les étapes qui arrivent entre-temps nous aident à nous développer, à nous consolider. Donc voilà un petit peu notre parcours. Si j'ai un petit message pour les accompagnateurs et un petit retour d'expérience, moi le petit bémol que je mettrais sur l'aspect accompagnement, c'est, je vais me contredire, mais c'est à la fois très bien, mais c'est un défaut selon moi, c'est qu'il y a énormément de réseaux d'accompagnement. Donc quand on commence et on part de zéro, lequel va vraiment m'accompagner dans mon projet, je pense que là, il faudrait peut-être une aide pour les jeunes entrepreneurs pour bien structurer et savoir vraiment quel réseau choisir en fonction de son projet. Je pense qu'il y a cette petite difficulté-là à voir. Mais en tout cas, sinon, nous, clairement, on reconnaît le réseau, on reconnaît les acteurs, on reconnaît les écosystèmes, parce que c'est ce qui fait notre entreprise aujourd'hui et c'est ce qui nous aide à nous développer. Donc voilà, merci à vous de votre attention. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes-vous déjà senti différent? Un peu extraterrestre, le vilain petit canard. Bref, pas comme les autres. Moi, c'est l'histoire de ma vie. On a toujours voulu me mettre dans des cases. Vous savez, la grande rousse, pas trop bien, pas trop mal fichue, qui doit redoubler d'efforts justement pour montrer qu'elle en a un petit peu dans le ciboulot. Moi, ce qui m'anime, c'est aider les gens, tout simplement. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire le métier de DRH. Bon, j'ai été un petit peu déçue. Parce que je pensais être dans l'humain. Effectivement, accompagner des gens, à intégrer l'entreprise, c'est aussi accompagner à les quitter. Pas forcément quand on a toujours des bonnes raisons de le faire, pas forcément toujours quand on est d'accord. Donc finalement, j'y ai pas trouvé mon compte et je me suis dit que c'était tout sauf être dans l'humain. J'ai donc mis 35 ans à comprendre, dont 10 ans de DRH, que finalement, on est tous pareils, on est tous uniques. Malheureusement, on n'est pas toujours bien accompagné sur la connaissance de soi, sur l'orientation professionnelle. Et pourtant, statistiquement, on passe tous par la case chômage une fois au moins dans sa vie. Du coup, j'ai décidé de créer mon propre métier, un métier sur mesure. Alors, je pourrais vous dire que je suis un centre de formation en développement personnel, mais ce serait encore une fois de plus un peu réducteur, et ce serait me mettre encore dans une case. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que j'ai l'immense plaisir d'accompagner les humains avec un grand H. Les humains à découvrir et à assumer leur singularité. Difficultés de management, gestion de conflits, orientation professionnelle, recherche d'emploi. Tout ça nécessite avant tout de bien se connaître, optimiser ses atouts,
son potentiel, car on en a tous, et avoir surtout les bons outils. En effet, quand un entrepreneur vient me voir et me dit « Adeline, j'arrive pas à recruter », alors qu'en fait, il y a plein de gens qui recherchent un travail. C'est compliqué pour moi de vendre mon offre. C'est compliqué pour moi de manager mon équipe. J'ai envie de répondre, et c'est ce que je fais. Bah, c'est normal, c'est pas ton métier. Tu n'as pas été formé. Tu n'as pas forcément eu les bons outils. Pourtant, vous savez tous ici dans cette salle qu'un entrepreneur doit maîtriser ces différents métiers. Bon, et comme j'aime pas faire les choses comme tout le monde, vous l'aurez compris, j'ai décidé de créer des parcours de formation concrètes, ludiques et innovantes. Car je suis certaine que la plupart d'entre vous ont déjà suivi des formations. Et on est souvent dans l'opération, on est souvent très peu dans l'opérationnel, justement, on est souvent dans des formations conventionnelles, formations descendantes. On a beaucoup de théorie et finalement peu de pratique. Et moi, je me suis particulièrement ennuyée dans ces formations-là. D'ailleurs, ça me rappelait souvent l'école, où je me suis terriblement ennuyée. Alors, j'ai décidé de créer des formations comme une aventure à vivre. En fonction des objectifs de mes clients, je fais appel à des experts en tout genre. J'ai beaucoup de chance d'être entourée de gens formidables, comme effectivement des comédiens, des coachs sportifs, des conseillers en images, des formateurs PNL, et j'en passe et des meilleurs. Et c'est ce qui permet à chaque client de vivre une expérience intense où il va se révéler. Et puisqu'on parle d'aventure, aventure intense, alors moi, contrairement à Benjamin, je remercie infiniment le réseau Entreprendre 77. Je ne sais pas s'ils sont là. Alors je les remercie déjà pour commencer, le parcours du combattant qu'ils m'ont fait vivre. Il faut savoir que nous, en tant que lauréats, voilà, vous nous faites vivre des choses pas évidentes. Il faut être sacrément convaincu pour être convaincant, c'est la base. Mais ça m'a tellement aidé par la suite. J'ai pu rencontrer des personnes très différentes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, qui vous élèvent. Dans les bons moments, mais aussi dans les moins bons, parce qu'on le sait tous, l'entrepreneuriat, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est beaucoup de précieux conseils. Et en parlant de conseils, j'ai envie de partager avec vous un conseil justement du réseau Entreprendre, qui m'a littéralement sauvé la vie. Un jour, une entrepreneuse est venue témoigner de son parcours. Et elle a beaucoup insisté sur le fait d'avoir une prévoyance. Alors moi, d'un naturel très optimiste, je me suis dit je suis jeune, je suis en bonne santé, et puis bon, c'est sous ça, on pense souvent à tort que ça arrive aux autres. Quelques jours après, j'ai malheureusement été hospitalisée en urgence. J'ai failli perdre ma boîte. Heureusement, j'avais pris une prévoyance. Je l'avais écouté juste avant. La santé du dirigeant, on n'en parle pas beaucoup. Moi, c'est un petit peu le conseil que j'aimerais donner aujourd'hui aux accompagnateurs. La santé physique, la santé morale. Parce que c'est vrai que c'est une thématique très importante, avec laquelle on a peut-être un peu gêné d'en parler, je ne sais pas. En tout cas, la santé, on en parle beaucoup en ce moment. Forcément avec le Covid. Alors j'ai pas forcément envie de débattre sur le sujet parce que je crois qu'on en a tous soupé, on en a marre. Moi je préfère me concentrer sur le positif car j'ai eu la chance, effectivement comme Vanessa, d'avoir un magnifique bébé pendant ce Covid. Mais ce que je retiens surtout, au-delà des nuits courtes, parce que oui, on peut être maman, chef d'entreprise et femme, c'est possible. Ce que je retiens surtout, c'est que post-confinement, j'ai retrouvé des clients, j'ai envie de dire des humains, avec un besoin encore plus fort de créer du lien, d'humanité, et qui ont donné du coup à mes parcours de formation encore plus de sens. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer une bonne nouvelle.
puisque Akoya va devenir une franchise. On commence sur Toulouse. On est situé en région Île-de-France actuellement. Donc, j'en profite. Si vous connaissez un très bon avocat ou éventuellement un franchiseur, je serais ravie de partager un retour d'expérience avec lui. Au fait, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Adeline, sans le E au milieu, sinon c'est pas drôle. Et je suis fondatrice de la société Akoya. Alors peut-être qu'il y en a qui ne parlent pas japonais dans cette salle. Akoya, ce sont des perles de culture rares, uniques et précieuses, comme chacun d'entre nous dans cette salle. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je me présente, moi je suis Mathieu Lécuyer, je suis le cofondateur de Airpur. Airpur, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui est née en 2016 avec mon associé. On développe des technologies de filtration pour filtrer la qualité de l'air et on les a intégrées dans des masques anti-pollution dans un premier temps pour protéger les urbains qui, eux, sont exposés quotidiennement à cette pollution de l'air. Quand ils font du vélo, par exemple, quand ils font du dos motorisé ou de la trottinette, ou même dans leur travail sur les milieux aéroportuaires ou portuaires, qui sont des secteurs qu'on adresse en ce moment. Donc nous, on est passé par différents steps d'incubation. C'est marrant, je vais tous vous les citer, mais ils ont tous eu un rôle à jouer hyper important lors de notre développement. Avant tout, aujourd'hui, on est une société qui a avant industrialisé 5 produits. On a plus de 70 000 clients extrêmement convaincus et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé jusqu'à aujourd'hui. Et dans 78 pays, ça c'est notre grande fierté puisqu'on arrive à faire exporter le savoir-faire et le Made in France Cocorico dans les autres pays autres que le nôtre. Aujourd'hui, on a un bureau à Station F, on est hébergé dans le 94, là où est notre siège social. On a une usine depuis peu, on fait partie de ces startups industrielles, qui est un mot un peu ovni, un peu hybride, que certains accompagnements ont encore aujourd'hui un peu de mal à comprendre, puisqu'on a lancé notre propre ligne de production, des machines extrêmement modernes qu'on a développées et industrialisées, et aujourd'hui on recherche encore une fois toujours de l'aide pour nous aider à gravir les échelons dans ce domaine-là. Et dernièrement aussi, l'année dernière, l'ouverture d'un bureau à Hong Kong, puisqu'on s'exporte de plus en plus en Asie des masques anti-pollution fabriqués en France qui se vendent en Asie. On retourne la vapeur et en effet, on a une grosse présence là-bas et c'est pour ça que mon associé se rendra là-bas en début d'année. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu énormément d'accompagnement. Alors je vais vous le citer parce que pour nous, ils ont été toutes extrêmement importants. On est passé par la couveuse d'entreprise de Pôle emploi au tout début parce que tout simplement on était au chômage. On avait une autre idée parce qu'on est tombé malade de base à cause de la pollution de l'air et on a dû quitter notre travail tout simplement pour lancer ce nouveau projet puisqu'il n'y avait aucun produit sur le marché. Et à ce moment-là, on a pu bénéficier de la couveuse d'entreprise liée à Pôle emploi par rapport au fait qu'on avait 8 mois de cash burn, on va dire personnel, pour pouvoir se lancer et réussir à lancer notre entreprise. Ensuite, on a intégré BGE Adil qui a pris le relais et qui nous a dit bon les gars, maintenant vous allez faire un BP, on va vous montrer comment ça marche, comment votre produit peut être éventuellement rentable. Ça a été toujours extrêmement intéressant, ils nous ont suivis sur plus de 3 ans. Ensuite, on était anciennement étudiants, donc Pépite et âmes, étudiants entrepreneurs. On a aussi intégré le réseau Pépite Entrepreneurs qui nous a permis aussi de nous élever et d'avoir des cours. Je répète, le Pépite et âmes, nous on l'a adoré parce qu'ils ont su mettre des ateliers en place avec les différents entrepreneurs qui nous ont apporté beaucoup et surtout qui nous ont appris à nous connaître nous. On est rentré à l'incubateur des arts et métiers, juste après, parce que c'était dans notre but de développer des technologies et eux avaient des labos. Ensuite, incubateur Pépite Starter, Station F Île-de-France. Les pépites avaient une place à Station F, ils ont pu nous incuber, et encore une fois, on a pu évoluer dans ce sens-là. Ensuite, VMAPI 94, Wilco, incubateur Ashoka, accélérateur Station F et incubateur HEC. Ça fait beaucoup de réseaux, mais aujourd'hui, pas assez. En fait, nous, on a toujours essayé d'aller chercher des nouveaux réseaux pour se raccrocher à des nouvelles personnes qui pouvaient nous faire évoluer dans nos situations. Je pense que de manière générale, on n'est jamais assez accompagné en tant qu'entrepreneur et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de pousser un maximum les gens avec qui je parle de se rattraper à un maximum de réseaux qui sont là et qui sont là pour nous faire évoluer. Encore une fois, je comprends qu'il y a des concurrences entre on essaye d'accompagner au mieux l'entreprise, mais aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de laisser les entrepreneurs être accompagnés par différents organismes pour leur permettre tout simplement d'évoluer et de maximiser leurs chances de réussite. Et ça, c'était des choses très intéressantes que j'ai écoutées. J'ai fait passage à Entrepreneur Coaching Day à Région Île-de-France il y a quelques semaines. J'occupais une table ronde avec des jeunes entrepreneurs
Et beaucoup d'entre eux m'ont dit ils ont beaucoup de problèmes à se confronter à la réalité. Je pense que c'est l'un des problèmes majeurs qu'on a quand on est entrepreneur, c'est qu'on n'ose pas en parler. Beaucoup de gens nous ont dit mais si je parle de mon projet, on va me voler mon idée. Et ça, j'ai l'impression que les accompagnateurs ne le répètent pas assez. Il faut leur dire une bonne fois pour toutes, mais parlez-en partout autour de vous. C'est obligatoire, même si vous croyez qu'on vous voulez l'idée, imaginez un seul truc, c'est que personne n'est assez fou comme vous pour vous lancer du jour au lendemain dans un projet dont seul vous avez la clé tout simplement, et dont seul vous, de cette manière, auront la méthode pour arriver à ces termes. Donc ça, c'est ultra intéressant, et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait appliquer de plus en plus auprès des entrepreneurs. Ce que j'ai beaucoup aimé, si je dois faire mes retours rapidement, c'est la relation et les ateliers intra-entrepreneurs. Le fait d'être sur des études de cas communes et voir comment, en fonction de son secteur d'activité ou son business model, on adresse le problématique. Parce que ça permet d'avoir tout simplement confronté sur un cas pratique des problématiques et essayer de faire jouer son réseau ou essayer de faire jouer ses idées et tout simplement échanger au maximum les informations et surtout essayer de gagner du temps. Parce qu'on sait que quand on est entrepreneur, on a très peu de temps malheureusement, et le temps c'est de l'argent, et c'est ce qui nous fait évoluer aujourd'hui. Les aides administratives, j'avais noté ça, puisqu'aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, en fait, on arrive dans l'administration, on est complètement perdu, on doit payer des impôts, on doit payer des salaires, on doit gérer des litiges. Je trouve que nous, on a assez mal été accompagnés là-dessus. On a eu du mal à se projeter et voir s'il nous fallait des statuts A, B, C, D. Enfin, je trouve que tous les gens diront que c'est la base, mais aujourd'hui, nous, nos statuts, on les a trouvés sur Internet, nos premiers statuts, on les a balancés au greffe. Et c'était des statuts pourris, des avocats nous demandaient 1 000 € pour le faire, et je pense qu'on a eu la bonne raison de faire, puisque dans un premier temps, on n'avait pas assez d'enjeux pour investir tout cet argent là-dedans. Et je pense que même des petits ateliers qui pourraient de manière générale confronter toutes ces problématiques administratives seraient intéressantes. Et après, encore une fois, le réseau des anciens. C'est vrai que nous, on a régulièrement la chance d'être invités, soit par BGE, soit par Réseau Entreprendre, soit par Witco, qui créent des réseaux d'anciens. Je pense que ça serait ultra intéressant de les simplifier. Peut-être que par des groupes WhatsApp, même s'il y a des dizaines et des centaines de personnes à l'intérieur, par des Slack, par des groupes, des réunions. Enfin, je pense que de manière générale, plus on est nombreux à confronter nos idées, plus on a de facilité à faire évoluer notre projet. Et c'est ça la clé d'un entrepreneur, c'est surtout de ne pas être seul. Donc merci beaucoup à vous tous, et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. N'hésitez pas, je m'appelle Mathieu Lécuyer sur LinkedIn. Si on peut s'ajouter ou rencontrer d'autres entrepreneurs, c'est avec grand plaisir. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline, et je suis la fondatrice de Renaissance Upcycling. Donc en fait, cette idée, elle remonte à assez loin. Elle remonte à quand j'étais au lycée à peu près. J'aimais déjà beaucoup la mode, puisque donc Renaissance Upcycling c'était un projet dans la mode, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et donc j'ai essayé de me projeter dans mon orientation dès le lycée. Je savais pas trop ce que j'allais faire en suivant. Et j'ai fait un stage en seconde dans une grande marque de luxe. Donc je m'étais dit ok, je vais découvrir cet univers-là, et donc j'ai été à la fois fascinée et terrifiée parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'allais jamais m'épanouir dans ce secteur-là, et en fait ce qui me manquait, c'est que vraiment j'avais la sensation qu'on vendait l'illusion d'un monde meilleur, mais que derrière il n'y avait pas d'action concrète pour véritablement rendre ce monde meilleur. Et donc j'ai commencé à réfléchir. Moi j'étais déjà assez engagée dans mon quotidien, j'aimais la nature, le développement durable, et donc aussi par ma famille, je faisais très attention à ce que je mangeais, ce que je jetais. Et donc je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas imaginer la mode comme ça, de manière éthique ? Et donc en grandissant, après j'ai choisi un cursus d'école de commerce, et j'avais toujours cette idée-là dans un coin de ma tête de me dire, ok, moi mon but ça va être de rendre la mode meilleure, et donc comment je vais m'y prendre ? Donc je regardais un petit peu des exemples de marques qui se lançaient, notamment Veja, quand j'étais jeune, c'était un modèle que j'avais en tête. Et puis à force de me renseigner sur le sujet de l'industrie de la mode, je lisais beaucoup, j'avais toujours cette idée en tête de peut-être un jour créer ma propre marque. Mais en fait je me suis rendu compte que ça suffisait pas, que finalement produire du coton bio ou produire équitable ou produire en France, pour moi ça allait pas assez loin,
parce que forcément, en me renseignant sur ce sujet, j'avais découvert le problème de la surproduction textile, et que je me disais qu'en fait, c'était le problème global de l'industrie qui alimentait derrière tous les autres, c'est-à-dire la pollution, l'esclavage qu'on va pouvoir retrouver dans les industries textiles, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai essayé vraiment de réfléchir et de me dire comment on peut solutionner ce problème. Et c'est là qu'à nouveau j'ai repensé à comment moi je fonctionnais quand j'étais plus jeune. Et en fait j'ai récupéré plein de vêtements de ma mère, de mes grands-mères. Donc j'avais tout ce stock de vêtements auxquels j'étais attachée et que pour autant je mettais plus. Et d'ailleurs on est tous un peu dans ce cas-là, puisque la moyenne c'est qu'à peu près on ne porte pas 2/3 de notre placard. Donc pourtant, il y a des solutions qui existent, on pourrait les vendre sur Vinted ou on pourrait les donner à des associations. Mais pourtant, il y a toujours des pièces qu'on garde. Et donc en fait, je me suis dit qu'elle était là, la solution textile véritablement éco-responsable sous nos yeux, mais on n'en fait rien. Et donc j'ai eu cette idée de créer un service de transformation de vêtements. Donc le concept aujourd'hui, comment ça marche, c'est je vous propose de transformer une pièce avec différents patrons. Donc je crée des patrons qui sont pensés pour transformer une pièce. Donc là je fais un petit décalage vers la droite. Donc ça c'était en fait un pantalon de tailleur qui était trop grand tout simplement, que je mettais plus. Et on a créé un patron de jupe. Qui va permettre de récupérer toutes les parties qui sont encore de bonne qualité et de complètement tout réassembler sur mesure. Donc voilà, donc en fait, quand j'ai eu cette idée au milieu de mes études en école de commerce, je me suis orientée vers un master en entrepreneuriat. Et là, on m'a dit, en fait, tu peux gagner du temps, tu peux te lancer 6 mois avant la fin de tes études grâce au statut national d'étudiant entrepreneur. Et donc, moi, je trouvais ça génial parce que j'avais qu'une envie, c'était de me lancer, mais en même temps, ça fait un peu peur de se dire qu'on va se lancer à la fin de ses études et que tous nos amis vont être sur le marché de l'emploi. Donc, c'était vraiment bien de me dire que j'avais ce cadre encore rassurant de l'étudiant et que je pouvais aller directement confronter mon projet sur le marché. Enfin, je dis le confronter, mais je me suis lancée moi aussi à la veille du Covid, donc j'ai été surtout confrontée à mon ordinateur. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée au début, en faisant des appels à projets, parce que j'avais quand même un peu travaillé déjà mon projet en amont dans mon master. Et donc aujourd'hui, où j'en suis, du coup il y a eu 1 an à peu près pendant le Covid de phase de prototypage où j'ai réussi à travailler avec un styliste en freelance qui m'aidait à développer les premiers patrons, qui lui était également passionné d'upcycling. Donc on a vraiment pu développer un procédé de création unique où en fait on ne va pas penser à un modèle comme ça dans le vide et tout faire pour le réaliser à partir de tissus illimités, mais au contraire on part du vêtement qui existe et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc ça, j'en suis vraiment très heureuse. Je suis solopreneur, donc j'ai pas d'associé, c'est compliqué parfois, mais y a quand même Théotime, ce styliste qui est là avec moi au quotidien. Il y a aussi une stagiaire maintenant, parce que j'ai compris que j'avais besoin aussi d'être entourée au quotidien, donc qui m'aide à développer l'aspect communication. Et puis bien sûr, il y a mes couturières partenaires. Parce qu'en fait, j'ai un peu appris à coudre depuis, parce que c'était quand même hyper intéressant de passer aussi à la création. Mais en fait, comment ça marche ? Moi, je vous mets en relation avec une couturière de proximité. Donc c'est très intéressant aussi de pouvoir faire des allers-retours avec elles, parce qu'elles vont tester les modèles, et on a vraiment un système de co-création. Et puis au niveau du service, ce qui est disponible aujourd'hui, donc c'est un site internet qui est en ligne avec les différents patrons qu'on propose pour transformer chaque pièce, et puis un logiciel qu'on utilise pour adapter chaque patron aux mesures du client. Et puis au niveau d'où on en est, de la com, on a réussi à commencer à créer une petite communauté de gens qui aiment l'upcycling et qu'on essaie de sensibiliser à la fois à cette démarche créative et écologique, puisque c'est de là, vous l'avez compris, qu'est né le projet. Et puis on a encore... on a fait quelques parutions dans la presse. Là, j'ai commencé à aller sur des événements, des pop-up stores, des salons parce que c'était difficile en fait, une fois que mon site internet était créé, de vraiment se faire connaître. Les réseaux sociaux, on y passe des heures, mais c'est vraiment ingrat. Donc je me suis dit j'ai besoin de me rassurer. Voilà, je vais faire des événements. Alors c'est vrai, il y a un prix à payer pour un stand, mais derrière, je vais pouvoir me confronter, et ça fait du bien en fait d'avoir un retour de son client, de le rencontrer, de mieux le comprendre. Et donc j'en suis à cette étape où en fait finalement ça y est, j'ai réussi à tout lancer après 1 an et demi. Et d'ailleurs j'en tremble un peu, parce qu'en venant ici je me suis dit tiens, je vais devoir faire le point après 1 an et demi, et là j'en suis où, j'ai envie que ça marche, et il manque ce petit truc. Donc là
j'ai mes premiers clients et j'ai besoin encore de rassembler toute cette énergie pour aller évangéliser et expliquer, parce qu'il faut encore expliquer ce que c'est l'upcycling, c'est très nouveau. Mais j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée par Pépites, que j'ai découvert via le SN2E, et qui m'a accompagnée humainement mais aussi financièrement, puisque j'ai pu bénéficier de plusieurs petites bourses, donc à chaque fois à hauteur de 1000, 2000 euros. Mais c'est vraiment ça, moi, qui m'a aidé à financer de A à Z le projet jusque-là. Et donc j'en suis très fière et très reconnaissante parce que en fait sans mettre d'argent personnel, j'ai pu développer tout ce que j'ai développé aujourd'hui, et ça c'est vraiment une aide, je pense. Alors il y a des gens qui vous diront qu'il faut pas perdre son temps dans les concours de start-up. Moi c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit, mais en attendant moi je prends ce qu'il y a à apprendre et ça m'aide énormément. Pour les plus aussi de l'accompagnement du Pépite, donc moi j'étais au Pépite ESAM Entreprendre, et d'ailleurs on s'est rencontrés aujourd'hui avec Mathieu et ça fait plaisir de voir qu'on a bénéficié du même soutien. Pour moi ça a été génial parce que les premiers ateliers, déjà ça m'a permis par exemple de créer mon site internet de A à Z, donc c'est une grande fierté. J'ai jamais appris à coder, mais juste avec un WordPress et quelques heures du temps de quelqu'un qui est prêt à vous prendre par la main. Donc aujourd'hui, j'ai mon site internet grâce à ça, entre autres. Tous les intervenants de qualité, mais aussi le dévouement et la confiance rapide que m'a fait l'équipe. Je suis arrivée simplement parce que moi j'étais en école de commerce et que je voulais signer ma convention de stage grâce à Pépite, et puis finalement en fait j'ai rencontré des gens qui avaient des ateliers à m'offrir. J'ai découvert tout un réseau que je connaissais pas du tout, et puis rapidement on m'a parlé de la possibilité d'être accompagnée aussi au Pépite Starter à Station F. Donc j'ai candidaté une fois, puis on m'a dit ton projet est pas encore assez mûr, donc continue. Et puis en montrant en fait que je pouvais donner plus, et en montrant que j'étais vraiment motivée, on m'a donné une deuxième chance et j'ai pu bénéficier de cet accompagnement qui a été très très riche. Et puis en plein milieu du Covid, ça faisait du bien de pouvoir rencontrer d'autres jeunes entrepreneurs comme moi, d'autant que j'avais pas d'équipe à ce moment-là. Donc ça a été vraiment génial. J'ai parlé des aides financières aussi qui sont non négligeables. Et puis de la rencontre d'autres étudiants entrepreneurs aussi dans le même secteur, parce qu'il y avait une autre fille qui faisait de l'upcycling. Et récemment, je l'ai recontactée, on a organisé un pop-up store ensemble. Donc ça fait aussi partie des choses qui sont géniales. Après, pour parler des choses qui ont pu me manquer ou qui ont été un peu difficiles, déjà c'est l'arrêt de cet accompagnement-là, puisque depuis la fin de l'année, je suis plus accompagnée. Et en fait, j'ai été à un moment presque trop accompagnée. Donc j'avais Pépite, j'avais le Pépite Starter, j'étais obligée de continuer à suivre les deux en même temps, et en plus j'étais accompagnée à Live for Good, donc qui est aussi une asso géniale dont Benjamin fait partie. Mais du coup à un moment je me suis dit en fait j'ai même plus assez de temps pour me concentrer sur l'opérationnel, aller voir mes clients, donc là j'ai décidé de faire une pause. Mais pour autant, je sais qu'il y a un moment où il va falloir que je garde cet accompagnement stratégique pour pas non plus me perdre dans le quotidien. Donc c'est un peu difficile, et je pense qu'effectivement ce qui serait intéressant c'est qu'on nous aide à préparer l'après. C'est la même chose un peu au niveau du financement, c'est-à-dire que là j'ai le sentiment que j'ai réussi à aller chercher pas mal de bourses, j'ai de la chance d'avoir un projet qui marche bien dans des petits concours, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'étape intermédiaire entre aller chercher une bourse French Tech à 30 000 euros et gagner 2 000 euros dans un concours. Et pour autant j'ai besoin de cet argent là pour continuer à être entourée des personnes qui veulent bien travailler avec moi aujourd'hui. Donc j'ai le sentiment là d'être un peu dans un intermédiaire où j'ai besoin d'aller de l'avant et de continuer pour aller à l'étape, au palier supérieur. Mais j'ai l'impression qu'en fait dans les solutions qu'on nous propose, c'est beaucoup de paliers. Or moi je suis dans un chemin qui est continu, et du coup j'aurais besoin d'être plus accompagnée quotidiennement, je pense, dans ce parcours-là. Je voudrais d'ailleurs parler d'une solution que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle Talent for Good. En fait, c'est un Guilhem qui était à Station F avec moi justement, que j'ai rencontré grâce au Pépite Starter, qui lui a créé une solution en fait de mise en relation entre des experts dans certains domaines et des jeunes entrepreneurs qui ont un projet à impact.
Et je trouve ça génial parce que justement ça nous permet de garder des contacts avec des experts de certains domaines. Et là, typiquement, j'ai une problématique actuellement qui est de mettre en place une newsletter et j'ai pu faire appel à un expert qui va m'accompagner sur quelques heures sur cette question. Donc je trouve que ça rejoint un peu le système du Pépite, en fait, de pouvoir mobiliser des experts temporairement, mais au moins c'est une solution qui perdure après l'accompagnement Pépite. Donc ça pourrait être une piste. Voilà. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidée jusque-là. Et je suis très contente aussi, je voudrais dire merci à ceux qui m'ont recontacté même après l'accompagnement Pépite. Dernièrement, j'ai pu faire une vidéo pour sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat étudiant. Et ça me fait vraiment plaisir de continuer à partager ce message, cette envie et de faire découvrir toutes les possibilités qu'il y a, parce qu'effectivement c'est un problème qui avait été souligné, mais face à la multitude, on a parfois peur en fait de choisir tel ou tel accompagnement. Donc je pense que c'est très important que chaque projet puisse dire ce qui a été pertinent pour lui. Et puis effectivement cette période de Covid, pour moi ça m'a fait, au début, alors j'étais c'est bizarre de dire ça comme ça, mais presque contente de pouvoir bénéficier de cette bulle temporelle. Et puis en même temps, aujourd'hui, je me rends compte que le temps continue à avancer et que vraiment, il y a eu des choses qui ont été positives au début et que maintenant, il faut à nouveau que j'arrive à m'entourer et à passer le cap supérieur. Donc c'est un appel aussi aux personnes qui nous regardent. Si vous vous reconnaissez dans les besoins que j'ai pu souligner, de venir m'aider à continuer à aller de l'avant et à passer le cap supérieur. En tout cas, merci beaucoup et donc Renaissance Upcycling. Mon idée, c'est du coup d'essayer de refaire le monde et de commencer par refaire les vêtements. Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Beautriot, je suis cofondateur de l'agence Les Beaux Jours, qui est une agence conseil en innovation sociale. C'est une agence que j'ai créée en 2017 avec mon frère, j'y reviendrai tout à l'heure. Notre objectif, c'est de renforcer le pouvoir d'agir des personnes les plus vulnérables en les intégrant dans les processus de conception des dispositifs qui leur sont adressés. Je vais vous donner des exemples parce que ça fait un peu conceptuel. J'y arrive. En réalité, on accompagne les pouvoirs publics et les structures de l'économie sociale et solidaire à concevoir des solutions, des dispositifs, des politiques publiques pour des personnes plutôt vulnérables. Donc des personnes en situation de handicap, des jeunes décrocheurs, des chômeurs de longue durée, des sans-abri, etc., etc. Malheureusement, les catégories vulnérables sont de plus en plus nombreuses. Et en fait, notre parti pris, c'est de les intégrer dans ces processus. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les processus de type design thinking. En fait, nous, on utilise ces méthodes de design, et je vais vous expliquer aussi comment on fait, pour construire de l'intérêt général. Alors, concrètement, comment on fait ? On développe des enquêtes anthropologiques, sociologiques, on va sur le terrain pour comprendre les usages et les habitudes de ces citoyens qui, au quotidien, peuvent éprouver des difficultés de tout ordre. Quelques exemples. On travaille actuellement avec un établissement du médico-social qui accueille des personnes autistes. Et on construit avec les personnes autistes elles-mêmes, leurs familles et les professionnels qui les accompagnent, un espace au sein du foyer dans lequel ils vont trouver des outils de communication pour maintenir le lien avec leur famille. Ça semble anodin, mais quand on dit communication et autisme, on voit les difficultés qui peuvent se présenter à nous. C'est-à-dire que quasiment pour chaque personne, il faut une solution de communication spécifique. Et donc pour construire ces solutions, on va sur le terrain, on fait de l'observation sociologique, anthropologique, et on va intégrer à un moment donné les usagers dans des ateliers de co-création pour construire justement ces solutions. Autre exemple, on a développé une application pour aider les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Il y a un téléfilm très fort qui a été diffusé, je crois, hier sur France 2 à ce sujet.
Les sortants de l'aide sociale à l'enfance, ils ont un âge couperé, c'est 18 ans. En général, ils sont accompagnés par les services administratifs et les services sociaux jusqu'à 18 ans, et puis du jour au lendemain, on leur demande de tout faire, c'est-à-dire trouver un logement, trouver une orientation, enfin bref, que sais-je. Donc même un jeune de 18 ans qui n'est pas dans l'aide sociale à l'enfance aurait du mal à se retrouver confronté à ça. Un petit chiffre, c'est que un quart en général des sans-abri sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Donc on voit l'impact social d'un mauvais accompagnement de ces publics. Donc là, par exemple, on a travaillé avec un département pour développer tout un processus d'accompagnement à partir de 15 ans, puisque l'enjeu, c'est d'anticiper avec le jeune cette sortie de l'ASE. Et puis l'année prochaine, on va aller dans l'Ardèche, on dit en Ardèche, je crois, et on va travailler avec l'ADMR, qui est une association qui accompagne les personnes âgées à domicile, pour que les personnes à domicile sortent juste du service classique de ménage, mais que du coup la DMR puisse proposer des services en lien avec les plaisirs, les activités, l'histoire de chaque personne. Et donc pour faire ça, c'est 2 ans de travail où on va devoir aller au domicile, construire une formation pour les aides à domicile, pour recueillir le récit individuel et du coup derrière construire des services qui répondent réellement aux besoins de ces personnes. Alors c'est une aventure familiale, comme je vous le disais. Moi, avant les beaux jours, en 2017, j'aurais pu être à votre place d'ailleurs, puisque j'étais dans une structure d'accompagnement des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, qui a fermé en 2017, et puis mon frère, lui, était designer. Donc on savait très vaguement ce que l'un et l'autre faisaient. Moi, je pensais qu'il dessinait des tables. Et lui, je pense qu'il pensait que je devais accompagner des sortants de prison, enfin vous voyez. Donc on était tous dans des espèces de caricatures, et puis à un moment donné, on s'est assis, il m'a expliqué ce qu'était le design, qui est vraiment une démarche plus qu'une approche esthétique, qui est une démarche de compréhension des usages, empathique. Et moi je lui ai expliqué ce qu'était l'économie sociale et solidaire, et on s'est dit, mais finalement il y a des ponts à trouver entre ces deux domaines, et voilà, c'est ce qu'on fait depuis 2017. Et ça passe super vite en fait. Il reste plus qu'1 minute 30. Ok, je vais accélérer. Parce qu'en fait, il faut que je parle quand même des structures d'accompagnement. Donc, la structure d'accompagnement clé, et d'ailleurs j'y suis encore, c'est la coopérative d'activité et d'emploi. Donc, c'était... non, avant ça, je vais dire, la première structure de financement, c'est Pôle emploi. Moi j'étais licencié économique, et du coup la CAE s'articulait, le CAP que vous devez connaître, s'articulait parfaitement bien avec ma sortie et donc j'ai pu très rapidement facturer en CAP. Autre sujet très important, entre levier pour moi avec la CAE, c'est le fait que j'ai pu immédiatement répondre à des marchés publics, puisqu'en fait, je réponds aux marchés publics au travers de la CAE, et donc c'est pas moi, en tant que petit entrepreneur et qui n'a aucun historique, qui candidate au marché public, mais c'est bien la CAE avec son antériorité, son chiffre d'affaires de près de 2 millions d'euros, et donc ça crédibilise, et ça a très vite crédibilisé nos réponses aux marchés publics, auxquels on a répondu, je vous dis, dans les 6 premiers mois de notre activité. L'autre avantage, bien évidemment, c'est peut-être un peu désuet de dire ça, mais c'est que la CAE, elle m'offre une protection sociale, et ça a été particulièrement important pendant la crise Covid, puisque du jour au lendemain, j'ai pu prétendre au chômage partiel. Et puis là, plus personnellement, je suis en train d'acquérir une maison, parce que moi j'ai 3 enfants aussi, que je ne peux pas acheter à Paris. Et du coup, la CAE, quand je vais voir mon banquier, je lui présente mes fiches de paye, puisque la CAE présente cette spécificité qu'on est salarié en CDI de cette entreprise collective. Donc le collectif, c'est très important aussi pour le parcours que j'ai pu accomplir, puisque je suis aussi dans un espace de coworking qui s'appelle Oasis 21,
qui est lui aussi en statut coopératif. Et quand je vous expliquais un peu notre démarche, vous voyez, on est toujours sur des démarches pluridisciplinaires. Dans le foyer pour adultes autistes, on a une art thérapeute, on a une ergothérapeute, on a voilà, des compétences qu'on n'a absolument pas en interne. Le fait d'être dans un écosystème tiers-lieu, le fait d'être dans une coopérative où il y a en fait une multitude de professions, ça permet, nous on travaille beaucoup en mode projet, et donc ça permet d'agréger en fonction des projets des compétences qui sont disponibles tantôt dans la coopérative, tantôt dans le tiers-lieu. Alors le modèle il est presque parfait, en tout cas de la CAE. Nous effectivement on se développe. On n'a pas forcément envie d'avoir un développement de croissance où on veut être 150, plutôt être dans l'essaimage et la croissance horizontale et locale, puisqu'en fait nos démarches elles répondent à des besoins sociaux et locaux. Et c'est vrai que la CAE, elle peut parfois, puisque le risque est mutualisé entre les entrepreneurs, elle peut présenter des limites quand on veut recruter en CDI. Il faut que la personne accepte de rentrer dans la CAE et d'être aussi dans une logique entrepreneuriale, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et donc, en termes d'accompagnement, moi je suis à un stade presque un quinquennat, puisqu'on a lancé en 2017 l'activité. Je suis dans un stade où effectivement je serais preneur de mise en relation avec des profils un peu similaires aux miens, qui accepteraient à la fois d'être sur une activité de conseil en innovation sociale, mais aussi de rentrer dans une logique de coopération. Et donc c'est pas si évident que ça de trouver ces profils-là. Je pense que j'ai tout dit. Si la crise Covid, je vous le disais tout à l'heure, merci la CAE, merci le statut salarié en CDI pour cette protection sociale où finalement on a traversé cette crise de manière très sereine. D'un point de vue économique et salarial. Et bien sûr, heureusement qu'on a pu sortir qu'on sort de cette crise petit à petit, parce que nous, quand on a lancé cette activité, on n'a pas lancé ça pour être derrière un ordinateur. Alors, la crise nous a contraints, d'ailleurs je voyais avec l'Axoon là, à digitaliser nos techniques d'animation, à faire des ateliers à distance, qu'on a fait, mais en fait nous on fait ça en vrai pour rencontrer les gens et surtout les défis qu'on veut relever, ils se relèvent à plusieurs et ils ont besoin d'être adressés collectivement. Donc on est ravis de pouvoir reprendre ces activités en collectif. Merci.